proposé par Olivier Servan, Saint-Gobain, qui est directeur de la promotion nationale et des solutions constructives, à qui j'ai déclaré d'entrée de jeu tout à l'heure que j'espère qu'il allait nous parler de solutions constructives bon marché. Mais on verra ça pour plus tard. Donc il va nous parler de la sobriété énergétique grâce à la conception du bâti en neuf et en rénovation. Je crois que les deux thèmes neuf et rénovation vont être particulièrement importants, le deuxième en particulier. Merci, à vous la parole. Bien, bonjour, merci de m'accueillir et j'ai la chance d'avoir le créneau après déjeuner, donc je vais essayer d'être suffisamment dynamique pour vous réveiller en début d'après-midi. Alors, pour commencer, je suis ici en tant que représentant du groupe Saint-Gobain et donc pour pouvoir vous repositionner les éléments que je vais vous présenter par la suite, je vais reprendre brièvement quelques chiffres clés, quelques éléments sur le groupe Saint-Gobain, parce que le groupe Saint-Gobain, c'est un groupe qui est très connu dans son ensemble, mais dans son détail, il est très peu. Donc le groupe Saint-Gobain, c'est un groupe qui est français, qui a été créé en 1665, donc c'est l'un des plus anciens groupes industriels de France, qui a été créé par une ordonnance de la main de Colbert. Et c'est un groupe qui a une histoire initiale basée sur l'histoire du vitrage, mais qui maintenant est un groupe international qui a énormément diversifié ses activités. Le groupe Saint-Gobain est un groupe qui est présent maintenant dans 67 pays, qui représente près de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui regroupe donc 180 000 collaborateurs, emplois directs, dont un petit peu plus de 40 000 en France. Donc le groupe Saint-Gobain aujourd'hui est le groupe qui est leader français et leader mondial des matériaux de construction, aussi bien en termes de fabrication qu'en termes de distribution de ces matériaux. Et lorsque l'on parle de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a environ moitié-moitié, moitié du chiffre d'affaires réalisé par les filiales de fabrication de matériaux et l'autre moitié du chiffre d'affaires réalisé par les filiales de distribution de matériaux. Alors, si j'avance, l'ADN d'un groupe comme Saint-Gobain, on a beau être un groupe particulièrement ancien, c'est un groupe qui se renouvelle en permanence avec une culture de l'innovation qui est importante. Aujourd'hui, dans le groupe Saint-Gobain, dans les 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il y a un produit sur 4 qui n'existait pas il y a 5 ans. Et donc, au sein de chacune des filiales du groupe Saint-Gobain, on a des indicateurs innovation qui poussent à sortir de nouveaux produits en permanence. Et on trace la part des ventes de chaque société liée à ces nouveaux produits. Et donc tous les ans, on a des nouveaux produits qui sortent, des anciens produits, entre guillemets, qui ont plus de 5 ans, qui sortent du scope identifié dans cet indicateur-là. Et on a un objectif systématique dans toutes les filiales de dépasser 25% du chiffre d'affaires fait sur ces nouveaux produits. Et donc on a ce glissement tous les ans avec des nouveaux produits, des produits qui sortent du scope. C'est notre ADN dans toutes les filiales du groupe et on a à ce titre l'appui fort d'une équipe de recherche et développement qui est mutualisée à l'échelle du groupe avec 3700 chercheurs au total dans le monde, différents centres de recherche qui sont pour certains en France et pour d'autres sur d'autres continents. Et on a en production annuelle un flux de nouveaux brevets de l'ordre de 350 nouveaux brevets par an. Donc on a effectivement une culture de l'innovation très importante au niveau des matériaux de construction et c'est ce qui nous permet d'alimenter aussi les filiales du groupe qui sont organisées par pays et par type d'activité, par métier. Et donc dans le groupe Saint-Gobain, par métier et par activité, nous avons une filiale à chaque fois. Alors, vous l'avez compris, notre cœur de savoir-faire, ce sont les matériaux de construction, leur fabrication et leur distribution, avec un niveau d'expertise technique en termes de matériaux qui est très important, et avec une présence le plus près possible de nos clients, puisque on a à la fois les filiales de production et les filiales de distribution. Vous connaissez des grandes enseignes de distribution présentes en France au sein du groupe Saint-Gobain, Point P, La Paire, Plateforme du bâtiment, CDO, Recette,
On en a un certain nombre, et ça nous permet aujourd'hui d'assurer une présence très proche de nos clients, une proximité forte pour servir tous les marchés, et en très grande majorité les marchés du bâtiment, puisque sur notre chiffre d'affaires, nous avons plus de 75% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain est réalisé sur les marchés des bâtiments, que ce soit des bâtiments neufs ou des bâtiments rénovés, et quelles que soient les typologies de bâtiments. Et évidemment, en tant qu'industriels, nous sommes particulièrement concernés par les enjeux climatiques, et en tant qu'industriels leaders sur tous nos marchés, nous devons d'être particulièrement engagés pour la préservation climatique. Et nous avons, à toutes les échelles dans le groupe, et en commençant par mon président-directeur général, Pierre-André de Chalandard, un engagement fort qui se traduit très régulièrement par des publications, par des participations, par des présidences d'associations de défense des enjeux climatiques. Et ce sont des engagements qui se traduisent ensuite dans une politique qui est déclinée dans toutes les filiales et dans tous les services. Vous allez voir ensuite ce que ça veut dire en termes d'éco-innovation, ce que ça veut dire en termes de production de nouveaux produits, en termes d'accompagnement des entreprises pour concevoir et réaliser des bâtiments neufs et des bâtiments rénovés performants, avec le plus faible impact environnemental possible. Alors, au cœur des préoccupations d'un groupe comme Saint-Gobain, nous avons évidemment le bâtiment, notre premier marché, le bâtiment durable, qui nous permet aujourd'hui de piloter notre stratégie d'innovation, et bien évidemment les occupants et les attentes des occupants des bâtiments. Et vous avez ici un graphique qui permet de représenter, donc sur la gauche, les différents drivers et les attentes des occupants de bâtiments, qui sont des besoins de confort et de qualité, et à droite, les défis qui y sont associés et qui sont inhérents à notre activité du quotidien. Donc en termes de besoins de confort, on a identifié essentiellement 4 types de besoins de confort liés à nos activités de producteurs et distributeurs de matériaux de construction. Un besoin de confort thermique. On ne parle pas encore ici d'économie d'énergie ou de réduction de l'empreinte carbone, on parle d'abord de confort thermique, puisque tout le monde a déjà vécu dans des bâtiments inconfortables, voire même parfois impropres à destination du fait d'un confort trop marqué. Donc là, on parle d'abord de confort thermique, qui font partie des objectifs de qualité des occupants de bâtiments. Les parties à droite étant plutôt des prérequis. Le confort visuel, avec à la fois la qualité d'accès à la lumière naturelle, l'esthétisme, la colorimétrie, et donc ces aspects-là sont des aspects qui sont particulièrement regardés chez nous, notamment avec nos filiales de vitrage, mais pas uniquement. Ensuite, en matière d'attente de confort, vous n'êtes pas sans savoir que la première nuisance aujourd'hui constatée et recensée systématiquement dans toutes les enquêtes logement, c'est l'inconfort acoustique, les bruits extérieurs ou l'exposition au bruit de voisinage. Et donc évidemment, le confort acoustique est un enjeu majeur dans la construction et dans la rénovation. Et enfin, bien entendu, la qualité de l'air intérieur et la santé dans les bâtiments, puisque vous savez tout aussi bien que moi que l'air que l'on respire à l'intérieur des bâtiments est plus pollué que l'air extérieur et qu'il y a un certain nombre de pathologies évitables grâce à l'utilisation de matériaux de construction ou de techniques de conception. Il y a possibilité de travailler énormément la prévention des sources de pollution ou la capacité à évacuer des pollutions intérieures en travaillant donc sur les matériaux et la bonne conception du bâtiment. Donc sur ces 4 aspects, nous avons aujourd'hui les principaux axes de travail de toutes les filiales du groupe Saint-Gobain. Et évidemment, systématiquement, on intègre ce que j'ai appelé les défis associés. D'une part, les défis liés aux consommations d'énergie et aux impacts CO2 de l'ensemble de nos activités, et pas uniquement de nos activités, des bâtiments sur lesquels nous allons ensuite implanter les matériaux que nous fabriquons, la raréfaction et la réutilisation des ressources, puisque en tant que fabricant de matériaux, nous avons besoin de matériaux de base pour pouvoir les transformer, les adapter, et donc nous sommes pleinement intéressés et contributeurs pour pouvoir à la fois réduire nos prélèvements à la planète, mais aussi réutiliser, réemployer le maximum de matériaux que l'on peut utiliser aujourd'hui en cas de déconstruction et sur les déchets de construction.
la santé et la sécurité, qui s'applique aussi bien à nous, mais aussi aux solutions que nous allons proposer au marché, et d'autres éléments que sont notamment la préservation des ressources en eau, de la biodiversité, mais aussi proposer des solutions au marché qui permettent de créer une valeur locale qui peut prendre des dimensions très différentes d'un pays à l'autre. Ensuite, nous avons, qui nous permettent d'évaluer nos solutions, nous avons des outils d'évaluation de bâtiments, qui sont des outils d'évaluation environnementale. Vous en avez recensé quelques-uns ici, que vous connaissez, les outils développés par l'association HQE, les outils BRIM anglais, les outils LEED américains, les outils du DGNB, qui est l'équivalent du CSTB en Allemagne. Nous avons un certain nombre d'outils qui nous permettent d'évaluer l'impact final de nos solutions lorsque nos solutions sont intégrées dans des bâtiments. Alors, pour proposer des solutions au marché, vous avez ici une représentation sous forme de florilège de marques connues du groupe. Le cœur de savoir-faire d'un groupe comme Saint-Gobain, ce sont l'ensemble des matériaux constituant l'enveloppe d'un bâtiment, du sol au plafond. Donc vous avez aussi bien des sociétés qui vont fabriquer des éléments comme des éléments d'isolation, isovert, des vitrages, Saint-Gobain glace, mais aussi des produits d'adduction d'eau comme Pont-à-Mousson, je les cherche ici, Pont-à-Mousson qui produit aussi des systèmes de pluie climatique par exemple pour permettre la récupération d'énergie en géothermie de surface, chaud ou froid. Et vous trouvez donc un certain nombre de sociétés qui, toutes combinées entre elles, permettent de fabriquer quasiment l'intégralité de l'enveloppe d'un bâtiment. Alors, avec toutes ces sociétés, qu'est-ce qu'on fait? On fait évidemment du développement de produits, de systèmes et de services, c'est dans notre ADN, et on avance au fil des années vers de plus en plus de durabilité, avec au niveau de chacune des sociétés une démarche qui a été déployée, que l'on appelle la démarche d'éco-innovation SCORE, qui est une démarche d'éco-innovation avec, quel que soit le type de produit, de service qui va être développé par une filiale du groupe, une scorecard innovante qui est systématiquement caractérisée dans des phases amont de réflexion sur une nouvelle solution et qui permet de tenir compte d'un certain nombre de critères dont, par exemple, l'impact sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment, de la solution technique sur laquelle on réfléchit à l'instant T et qui verra peut-être le jour et qui ne verra peut-être pas le jour. Et donc ces éléments-là sont aujourd'hui intégrés très en amont dans les phases d'innovation et sont déclinés de la manière la plus homogène possible dans les différentes filiales du groupe avec cette démarche-là. Par ailleurs, nous sommes aujourd'hui pionniers dans un certain nombre de démarches d'économie circulaire. Je vais vous en donner deux exemples juste après, puisque nous avons aujourd'hui un enjeu majeur d'accès à la ressource matière première dans nos productions, et nous mettons en place des filières de recyclage. Certaines sont matures, d'autres moins, d'autres sont en phase de pilote, mais nous sommes aujourd'hui proactifs pour pousser le développement de ces filières de recyclage et d'économie circulaire. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez un autre aspect qui est tout aussi important, voire encore plus important que celui de gauche, qui porte sur la transparence et la fiabilité des informations fournies aux consommateurs. Dans une période de greenwashing intense comme aujourd'hui, il m'a paru important de rappeler sur cette slide que c'est bien quand on raconte des choses, c'est mieux quand on le prouve, d'autant plus quand les preuves sont apportées par des tierces parties indépendantes et compétentes. Donc c'est pour cette raison que sur l'ensemble de nos productions, nous faisons un travail d'évaluation qui est certifié par des tierces parties qui nous permet de garantir la qualité et la fiabilité des informations apportées à nos clients. Et il nous paraît bon de le rappeler, il nous paraîtrait bon que tous les industriels du secteur puissent passer au crible des mêmes évaluations. Alors, je reviens sur la partie économie circulaire. Vous avez ici deux schémas, les schémas qui représentent l'exemple de la filière du gypse. Vous savez donc que les plaques de plâtre sont fabriquées à base de gypse et que des plaques de plâtre sur un chantier génèrent, du fait de l'ensemble des découpes réalisées, un certain nombre de déchets.
Et donc, ces déchets, jusqu'il y a encore quelques années, étaient 100% enfouis. Partaient donc à l'enfouissement, avec à la fois un coût, mais aussi une matière première non réutilisée, vierge ou quasi vierge non réutilisée. Donc c'est pour cette raison qu'avec la société Placo, filiale de Saint-Gobain en France, nous avons mis en place un système de recyclage qui s'appelle Placo Recycling, avec aujourd'hui, cette filière est mature, continue à se développer, mais a déjà atteint un niveau de maturité, et nous avons, sur la filière de la plaque de plate, 160 collecteurs partenaires en France. Sur 2017, nous avions sur l'année 50 000 tonnes de déchets de chantier recyclés, récupérés, ramenés dans nos usines et recyclés sous forme de matières premières secondaires pour redonner des nouvelles plaques de plâtre pour d'autres chantiers. En 2018, on a augmenté ce taux de récupération de déchets de chantier de plaques de plâtre à 53 000 tonnes et on a encore une capacité à augmenter cette récupération sur les années à venir. Ça permet non seulement de réduire nos prélèvements à la planète, mais ça permet aussi d'éduquer l'ensemble de la filière de construction et de déconstruction au tri des déchets et à la qualité de la réalisation. On a d'autres initiatives, par exemple, pour réduire à la source nos taux de déchets, notamment par exemple avec Placo. Nous sommes actuellement en train de développer sur le marché une nouvelle offre de prédécoupe des plaques de plâtre en fonction des plans de calpinage fournis par les plaquistes pour livrer la bonne plaque aux bonnes dimensions directement à l'étage sur le chantier et éviter la production à la source de ces déchets de chantier. Donc on a différentes démarches aujourd'hui qui se traduisent soit par une récupération des déchets ultimes pour en refaire des produits nouveaux, soit un traitement à la source. Sur la laine de verre, par exemple, aujourd'hui, vous savez que la filière la plus mature depuis des années maintenant de récupération de déchets, c'est la filière du verre. Avec aujourd'hui le calcin, qui est le verre bouteille que vous mettez dans les casiers à bouteilles. Ce calcin, aujourd'hui, donc, est réutilisé pour fabriquer diverses choses, soit de nouveau des bouteilles, soit pour de calcin propre du verre plat, soit de la laine de verre. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les process de fabrication de laine de verre, la laine de verre qui est en moyenne 95% d'un mélange calcin-sable et 5% d'un produit qui permet la liaison mécanique entre les fibres, sur les 95%, vous avez en moyenne 52% de verre recyclé, issu du calcin. Et en fonction des types de produits, on peut intégrer jusqu'à 80% de verre recyclé. Donc ça, ce sont les filières historiques. Et on vient de mettre en place, donc, au niveau français, le premier service, c'est un pilote déployé au niveau français maintenant, et c'est la première fois au niveau international qu'il y a une offre de recyclage de laine de verre. Donc cette offre-là, aujourd'hui, existe, avec un four de refusion de la laine de verre qui est à Orange, et donc nous sommes en train de déployer cette offre de recyclage des déchets de laine de verre. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que sur un chantier de construction, vous avez très peu de déchets de laine de verre. Parce que la laine de verre, c'est un produit qui est malléable, qui, lorsqu'il est découpé, les petits morceaux, on ne les retrouve pas dans l'ébène. On les retrouve en calfeutrement un peu partout. Et quand il reste un rouleau, quelque part, malheureusement, on ne le retrouve nulle part. On le retrouve plutôt dans l'isolation des combles du voisin ou du cousin. Donc on retrouve très peu de déchets de laine de verre sur des chantiers neufs. Par contre, en rénovation, en déconstruction, on retrouve des déchets de laine de verre, sauf que ces marchés de rénovation et de déconstruction de bâtiments isolés, on commence seulement à les adresser maintenant. Il y a une dizaine d'années, on ne rénovait pas encore des bâtiments des années 70 qui avaient commencé à être isolés. C'est maintenant qu'on commence à avoir des gros chantiers de rénovation de cette période-là, époque de construction, où on a commencé à isoler les bâtiments. Donc on commence à avoir un volume potentiel de déchets de déconstruction de laine de verre. C'est pour ça qu'on démarre maintenant cette filière de récupération, tri, recyclage. Et ça nous permet donc de produire des nouveaux produits et donc de réisoler les nouveaux bâtiments avec cette récupération de déchets.
Je change de sujet et je reviens sur la partie transparence et fiabilité des informations fournies aux consommateurs. Quelques exemples. On va parler d'isolation thermique dans la foulée juste après. Surtout nos isolants thermiques. 100% des produits isolants thermiques dans les gammes de toutes les filiales de Saint-Gobain distribués en France sont certifiés par la CERMI, Association de certification des matériaux isolants. Cette certification permet de garantir la fiabilité et la pérennité des caractéristiques isolantes du produit, de toutes ces caractéristiques techniques. Par ailleurs, on a d'autres certifications, par exemple les laines minérales. Pendant un certain nombre d'années, la question était posée du caractère cancérogène ou non des laines minérales. Et depuis 1997, que la certification ECEB existe, toutes nos laines minérales sont certifiées par cet organisme européen qui vérifie le caractère non cancérogène des laines minérales. Donc, aujourd'hui, toutes les laines minérales fabriquées et distribuées par nos soins sont non cancérogènes, certifiées par tierce partie. Et le dernier point, et non le moindre, on parle d'impact environnemental des produits. J'ai entendu tout à l'heure parler d'FDES et de PEP. On est leader de notre marché. Ça fait des années que l'on produisait nous-mêmes nos FDES sur un certain nombre de nos gammes, non pas pour les intégrer dans des calculs dans le cadre d'un référentiel HQE ou plus C-, mais bien pour notre propre pilotage interne des flux dans nos usines et des flux de transport, matières premières et matières finies. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on prend ne serait-ce que le périmètre Isover et Placo, on a aujourd'hui 400 FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont donc les équivalents des PEP pour les équipements, profils environnementaux produits. C'est la même chose, sauf que FDES, c'est les produits de construction, PEP, c'est les équipements. Voilà, c'est sensiblement la même méthode. Et donc, tout à fait, et donc, on a aujourd'hui, sur l'ensemble de la base INES, rien qu'Isover et Placo, ça fait un quart de la base. Donc en termes d'exemplarité, on joue le rôle effectivement de lièvre pour permettre de standardiser les bonnes pratiques d'évaluation et faire en sorte que tous les industriels puissent coller à la roue et appliquer de la même manière ces standards d'évaluation. Ces FDES, ce sont les données d'entrée des calculs plus C-, dont on va parler après. Alors, en termes d'offres et de savoir-faire, pour la conception passive, on retrouve chez Saint-Gobain beaucoup d'offres, à la fois au niveau des parois vitrées, en termes de vitrage, en termes de menuiserie, en termes de protection solaire. On retrouve des produits d'isolation, isolation thermique, évidemment, mais on a la chance d'avoir des produits qui font à la fois, qui sont du 3 en 1, protection thermique, protection acoustique et protection passive contre l'incendie, donc autant en profiter. Et puis on a aussi des produits qui permettent des solutions qui permettent de traiter l'étanchéité à l'air, donc les défauts d'étanchéité à l'air des constructions, et aussi le traitement des ponts thermiques. Donc toutes ces solutions, développées par des sociétés qui sont diverses et variées, ont vocation à s'intégrer ensuite dans les conceptions passives de bâtiments. Donc conception de l'enveloppe, des bâtiments neufs, des bâtiments rénovés. Donc évidemment, on parle beaucoup de conception bioclimatique des bâtiments et de conception passive de bâtiments chez Saint-Gobain, avec un leitmotiv sur le volet énergétique qui est que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Leitmotiv qui a été repris à de nombreuses reprises et décliné par pas mal de monde, un peu galvaudé parfois, mais qui est important chez Saint-Gobain parce qu'on parle avant tout de sobriété énergétique, sans même avoir à réfléchir par la suite au vecteur énergétique ou au choix qui pourrait être fait. La première priorité dans tous les travaux de Saint-Gobain, c'est avant tout de consommer le moins possible et faire en sorte que nos clients consomment le moins possible dans des bâtiments qui soient agréables et confortables, quels que soient les choix énergétiques qui vont être faits. Et pour ce faire, on a fait à la fois des démonstrateurs, mais aussi un certain nombre d'études. Ici, vous avez l'exemple d'un démonstrateur qui a été fait à côté d'Angers, la maison Saint-Gobain Multiconfort, qui adresse à la fois la partie thermique, la partie santé, la partie visuelle, la partie acoustique, mais aussi la modularité et l'adaptabilité dans le temps qu'on avait rajouté, qui est spécifique à notre enjeu d'évolution démographique en France. Cette maison-là, figurez-vous qu'on l'avait conçue et réalisée, conçue en 2010, réalisée en 2011. Donc nous étions avant l'ère de cette réglementation RT 2012 qui s'applique aujourd'hui.
Et nous avions voulu, à ce moment-là, faire un démonstrateur pour montrer qu'avec les technologies d'enveloppe qui existaient déjà à ce moment-là, on était capable non pas de bachoter la RT 2012 qui n'allait pas tarder à se mettre en œuvre, mais d'anticiper les réglementations suivantes. Et si vous regardez dans cette maison, qui existe toujours évidemment, hein, qu'on a instrumentée depuis, cette maison-là, elle recourait à des technologies passives d'enveloppe, à la fois au niveau de l'isolation thermique des murs, des planchers et des toitures, mais aussi au niveau des vitrages, avec du double ou du triple vitrage choisi en fonction des orientations. Nous avions aussi fait un atrium vitré ici, pour pouvoir démontrer qu'il était possible de faire un atrium avec une toiture vitrée, sans aucun problème d'inconfort thermique en été, moyennant le recours à des vitrages de contrôle solaire avec des contrôles solaires importants. Et l'ensemble de cette composition-là nous conduisait, déjà à ce moment-là, avec les matériaux de l'époque, sans compter l'innovation technologique qui est intervenue entre-temps, on avait déjà 70% de gains en termes de besoin d'énergie par rapport au standard qui n'était pas encore mis en œuvre, qui était celui de la RT 2012. Donc ça nous permettait de démontrer quoi? De démontrer qu'il y avait possibilité, il y avait une voie pour aller d'ores et déjà plus loin que la RT 2012 via une très bonne conception de l'enveloppe, été comme hiver. Et pour l'anecdote, qui n'en est pas une, nous nous étions payés le culot, dans la période, de respecter la RT 2012 et le label Effinergie Plus avec un chauffage électrique direct dans cette maison, en démontrant que grâce à des travaux efficaces sur l'enveloppe, on était capable, en bossant bien en amont, de prendre n'importe quel vecteur énergétique, y compris celui qui à ce moment-là était décrié et considéré comme n'ayant plus lieu d'être dans la construction. Donc vous voyez ici qu'avec cette maison, on était à un CEP max RT 2012 moins 23%, donc nous étions en avance hors production photovoltaïque, hors système actif de production d'énergie. Nous avions déjà plus de 20% de gains sur l'indicateur de consommation d'énergie primaire, et tout ça grâce à l'enveloppe, ici. Et des produits qui étaient disponibles dans tous les négoces de France. Il suffit de les utiliser. On s'est amusé à regarder rapidement ce qu'aurait donné cette maison dans le référentiel E+C-. Elle aurait été E3C2. Autre anecdote sur cette maison-là, la première année où nous l'avons mise en service, le chauffage, qu'on a instrumenté évidemment précisément, les équipements de chauffage ont démarré le 15 janvier. Premier jour de démarrage de l'équipement de chauffage, 15 janvier. Donc on s'est retrouvé avec ce travail important sur l'enveloppe à réduire la saison de chauffage sur cette maison-là à peu près 2 mois, 15 janvier, 15 mars. Contrairement aux saisons de chauffage bien plus longues qu'on peut avoir sur les bâtiments beaucoup moins isolés. Par ailleurs, on avait sur cette maison des systèmes de pergola bioclimatiques, de volets coulissants motorisés et un puits climatique qui ont fait qu'on n'a jamais dépassé de température d'inconfort quelconque dans cette maison sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement, même en période caniculaire. À bon entendeur. Au niveau de nos exemples dans le neuf, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est actuellement dans les phases de livraison partielle et bientôt de livraison complète de la future tour Saint-Gobain, qui elle-même est un démonstrateur situé en bas de la Défense et dans laquelle nous avons le plaisir de vous accueillir, si vous le souhaitez, pour venir visiter ce qu'on est capable de faire dans un environnement de bureau en matière de performance énergétique, de qualité environnementale, mais aussi de confort acoustique et de confort visuel. Elle sera livrée incessamment sous peu et les déménagements sont prévus entre décembre et janvier pour accueillir l'intégralité des sièges des filiales Saint-Gobain en France et à l'international. Et elle est d'ores et déjà conforme aux meilleurs référentiels internationaux, avec les meilleurs classements de tous les référentiels internationaux de qualité environnementale. Alors, si on parle un peu de plus et moins, j'en ai pas entendu beaucoup parler depuis tout à l'heure, mais ça me paraît important de préciser ce que pèse un isolant dans ce futur indicateur carbone de plus et moins. La partie énergétique, on la maîtrise plutôt bien, ça fait des années qu'on travaille dessus. Sur la partie carbone, c'est un peu nouveau, et donc on a la chance d'avoir nos fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui permettent de faire des calculs proprement en termes de modélisation.
C'est aujourd'hui pas le cas sur les PEP et sur les équipements, mais sur l'enveloppe, on sait faire précisément les calculs. Donc,